Aujourd'hui, nous rencontrons Aurélie. Cette mère de 5 enfants a décidé d'héberger des demandeurs d'asile et a dédié sa vie professionnelle à ce sujet. Elle travaille dans un centre qui accueille plus de 850 migrants qui viennent de partout dans le monde et qui attendent de savoir si oui ou non ils pourront avoir des papiers en Belgique. Elle nous invite aujourd'hui à découvrir le quotidien dans le centre. J'ai commencé à l'accueil, donc on était polyvalent, présent dans le centre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On est le relais de toutes leurs questions et on est là pour essayer de solutionner tous leurs petits problèmes et répondre à toutes leurs demandes parce qu'évidemment, la journée on relaie vers les services compétents, la nuit, le week-end, quand il n'y a personne d'autre, c'est à nous de gérer tout quoi. Enfin, on distribue les tickets au repas, celui qui a oublié d'aller chercher son linge à la laverie, hop, on y va, on ouvre, on lui donne, on gère le nettoyage le week-end, enfin c'est vraiment tout. Donc c'est vraiment très très varié. Très prenant aussi parce que c'était des journées de 12 heures ou des nuits de 12 heures. Et puis après, avec le Covid, toute l'ambiance a changé forcément. On n'avait plus le même contact avec les résidents et donc j'ai voulu changer de service. Et là, je suis devenue éducatrice MENA. J'aimais vraiment bien aussi le contact avec les jeunes, même si c'est différent. C'est pareil, en tant qu'éducateur, forcément la journée ils sont pas là puisqu'ils vont à l'école. On prévoit quelques activités, mais ils apprennent vite à faire leur vie et ils partent, ils trouvent des amis, ils vont à l'extérieur, ils visitent la ville. Donc là, on doit voir comment ils évoluent, faire une grille d'autonomie, voir s'ils progressent dans tout en fait. Alors, il faut leur apprendre à ranger leur chambre, l'hygiène, suivi scolaire, est-ce qu'ils arrivent à se débrouiller en ville, prendre les transports en commun tout seuls. C'est un peu tout ça parce que le but c'est que un peu avant leur majorité, ils puissent aller en logement à l'extérieur quoi. Si on est sûr qu'ils vont obtenir leur permis de séjour, sinon ils passent en aile adulte, mais là en aile adulte, ils doivent être autonomes. La journée ça démarre vers 4-5 heures du matin. Parce que tu as tous ceux qui prennent le train pour aller pour leur rendez-vous à l'Office des étrangers. Ils doivent y être à 8 heures du matin. Donc là, on distribue les lunch packs pour ceux qui partent. C'est dégueulasse d'ailleurs, les lunch packs. 3 tartines de pain, un blanc industriel, là, un pot de choco. Ouais, donc c'est ça, c'est le départ. À 7 heures, c'est le déjeuner. Non, c'était le déjeuner avant. Évidemment, avec le Covid, on n'organise plus le déjeuner en bas. Ils reçoivent leur petit déjeuner le soir, pareil. Le lunch pack, ils mangent dans leur chambre. Sinon, c'était comme ça. Donc, 7h, c'était le petit déjeuner, jusqu'à 8h30. Et donc là, hop, c'est tous les enfants qui se préparent, qui partent à l'école. Et puis, tu as tous ceux qui travaillent aussi. Donc, et là, ceux qui travaillent, il y en a parfois qui partent à 3-4 heures du matin parce qu'ils ont 1 heure, 2 heures de trajet. Il y en a qui vont à vélo. La matinée, c'est assez animé. Tu as le service médical qui est ouvert, donc où les gens peuvent aller en consultation. Il y a les rendez-vous, mais ça c'est aussi l'après-midi, donc le service est fermé et c'est sur rendez-vous, le matin c'est ouvert. Il y a la coordination pour leur carte orange, donc ça c'est comme leur carte d'identité pour le temps où ils sont là. Les clés de leur chambre, enfin la coordination c'est ce qui organise vraiment l'occupation pratique du centre, la répartition dans les chambres et tous les documents officiels comme les tickets de train, les permis de séjour, les cartes oranges. Il y a aussi le nettoyage. Ça, c'est les résidents qui s'en chargent. Le midi, il y a le repas, forcément. Où on ne voit jamais grand monde, parce qu'il faut savoir que les réfugiés, pour je ne sais pas trop quelle raison, ont un rythme de vie assez décalé par rapport à nous. Ils vivent plus la nuit, plus le soir la nuit, et ils dorment longtemps le matin. Alors, ma théorie, c'est que la nuit, le temps passe différemment et que la journée, ils dorment pour oublier. C'est ce que je pense. Puis il y a aussi une question culturelle, je pense, parce que au Moyen-Orient, dans les pays du Moyen-Orient en tout cas, ils vivent assez bien le soir. Donc le midi, c'est assez calme. Puis l'après-midi, un peu pareil. Alors les enfants rentrent de l'école, il y a le service animation qui est ouvert, il y a un coffee time, donc il y a une salle dédiée, c'est aussi les résidents qui distribuent le thé, le café, il y a la télé, et le repas du soir. Et en général, le soir, là, après le repas, c'est un peu animé. Je sais pas combien de nationalités, je dirais 15, mais je dis au hasard, c'est certainement plus. Ils ont tous la même bouffe, et c'est de la bouffe belge de cantine. Alors déjà, nous, on n'aime pas, et là, ils se reconnaissent pas du tout, par rapport à la nourriture
d'autres pays, d'Amérique du Sud, du Moyen-Orient, d'Afrique. C'est ultra épicé, ultra goûtu et tout. Chez nous, c'est ultra fade. C'est pas, pour eux, c'est pas bon et je les comprends. Voilà, ils n'ont pas le choix. Donc, tu es dans un centre, tu vis en communauté, tu as un truc super dur, tu sais pas où tu vas, tada. Et en plus, le truc basique où dormir, manger, tu t'as même pas. Si, tu as de quoi manger, mais ça marche, tu te dis, ça marche un mois quand t'es. Bah, mais là, non, c'est 2 ans. Et c'est peut-être con, c'est peut-être un détail, mais ça a son importance, tu vois, pour garder la paix et le. C'est tout, en fait, quand tu changes de pays comme ça, c'est tout. Et ils ont la maîtrise de rien, en fait. Ok, ils sont logés, ils sont nourris, ils blanchis, mais ils ont la maîtrise de rien. Ils ne peuvent pas choisir ce qu'ils mangent, ils sont dans l'attente, ils n'ont aucune maîtrise, aucune mainmise sur le processus de leur demande d'asile et tout. Donc, ça rend vraiment les choses difficiles. Je trouve ça intéressant de rencontrer d'autres cultures. Tu te remets en question aussi parce que voilà, tu vois évidemment d'autres choses. Tu te rends compte que c'est super compliqué pour eux. Je sais même pas comment ils y arrivent, comment ils font. Ils sont pleins d'angoisse tout le temps. Ils sont jamais apaisés, jamais, 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 jamais apaisés, tu vois. Et c'est quand même arrivé dans un pays, voilà, ils sont pas venus pour le plaisir, on le sait. Enfin, même s'il y a plein de gens qui pensent que oui, mais c'est pas du tout le cas. C'est un déchirement d'abandonner tout, sa culture, sa famille, et de devoir s'intégrer. Donc, on ne peut pas imposer totalement notre façon de voir les choses, même si c'est notre pays, on est d'accord, mais ils viennent, c'est pas l'intégration totale. Moi, je trouve ça. L'assimilation, c'est encore pire. Quand j'entends ce mot-là, moi, je deviens folle parce que je me dis, mais comment est-ce qu'on pourrait exiger de personnes qui viennent ici, pas par choix, enfin, par choix, oui, on choisit notre pays parce qu'il faut peut-être bien en choisir un, mais parce que c'est invivable chez eux. Et donc, ils viennent, c'est déjà ultra compliqué, et en plus, on dit non, t'abandonnes tout, tu oublies tout ce que t'as été, tout. Non, c'est impossible. C'est impossible. Et donc, je me dis, et en plus, moi, je me remets en question en disant, pourquoi nous, notre façon de vivre, notre façon de faire, ce serait forcément la bonne façon, pas imposer ma façon de voir, tu vois. Même si après, en découvrant, ils évoluent, voilà. Mais je trouve qu'il faut être indulgent et il faut ouvrir son esprit et voilà, trouver un juste milieu et pas vouloir s'imposer, dire t'es là, tu fais comme moi et puis c'est tout. Enfin, c'est même pas imaginable. La chose la plus difficile, c'est quand ils arrivent ici, ils savent pas du tout ce qui va leur arriver, tu vois. Les procédures d'asile maintenant, elles prennent un temps de dingue. Ça prend, bon voilà, comme je t'ai dit, voilà, j'ai suivi pas à pas avec mon compagnon, qui est ici depuis 3 ans et demi. Il a obtenu son droit d'asile il y a 6 mois. Donc ça a pris 3 ans. Mais c'est pareil pour quasi tous. Et c'est comme si tu étais dans un no man's land, en fait. T'attends, tu sais pas, t'attends. Et puis il y en a, alors, quand dans le centre, tu vois, il y en a qui se prennent beaucoup en main, tu vois, qui vont, qui trouvent du boulot, qui apprennent la langue facilement. Et puis il y en a qui reprochent à ceux qui le font pas, ouais, mais ils pourraient se bouger et tout. Mais c'est pas donné à tout le monde. Tu sais, il y en a qui ont pas de diplôme ou très peu, ou qui en ont, mais qui sont plus réservés. Enfin, je sais pas, il faut qu'on s'imagine se retrouver dans un pays comme ça inconnu, on n'a pas le droit de. On ne sait pas ce qu'on va devenir. Et on doit tout apprendre sur le tas. Ils ne sont pas vraiment guidés. Si, ils ont leur assistante sociale, mais c'est pas elle qui va aller chercher du travail pour eux. Même si au centre, il y a quand même pas mal de trucs qui se font. Des contacts avec le forum, avec des entreprises et tout. Mais c'est pas donné à tout le monde d'être proactif comme ça et d'oser se lancer dans un pays qu'on connaît pas. Donc il y a ce premier truc-là. Et puis il y en a beaucoup qui disent mais pourquoi je vais me mettre à apprendre une langue si peut-être dans 6 mois on va me dire mais non, en fait non, t'as pas le droit de rester, va-t'en. Ça les bloque, ça les freine parfois. Ça, il y en a plusieurs qui m'ont dit ça donne pas envie parce que ils vont peut-être faire l'effort, mais on dit mais si tu fais l'effort tu vas, mais non, ça ne va rien changer. Ils vont pas aller au CGRA et dire oui mais je parle déjà la langue, genre, rien à faire, tu parles la langue, tu parles pas. On a décidé que c'est non et puis ce sera non. Donc voilà, ça c'est aussi un frein.
Ce qui est très compliqué, c'est de vivre en centre. Vivre en centre, c'est vivre en communauté, mais c'est vivre en communauté avec, je sais pas, peut-être 15, 20 nationalités, toutes des langues différentes. Le centre où je travaille, ils sont 850. Qui peut vivre en communauté avec 850 personnes pendant 2 ans? Il y a des familles qui sont là quasi depuis l'ouverture du centre, ça fait 3 ans. 3 ans dans ça. C'est horrible. Hein. Donc il y a ça, puis il y a ceux qui ont des diplômes, qui sont médecins, ingénieurs, machin. Et puis, ah ben non, en fait, ça vaut rien ici. Moi, j'ai en tête un papa, quelqu'un qui avait une position sociale élevée, qui a un diplôme, je pense qu'il est docteur en je ne sais pas quoi, pas en médecine, mais qui a un doctorat, et voilà, il a obtenu son droit d'asile et tout. Il parle très bien anglais, il n'a pas encore appris... il est là avec toute sa famille, une de ses filles très handicapée et tout, et non, son diplôme, il vaut rien. Enfin, c'est pas qu'il vaut rien, mais il doit refaire, mais enfin, ce papa, il a peut-être 50, 55 ans, qui à cet âge-là, c'est quelqu'un de cultivé et tout, mais il devrait retourner à 2, 3 ans à l'école. Non. J'ai un autre, ça c'est plus un ami, enfin c'est un ami de mon compagnon, il a fait toutes ses études de médecine au Maroc, il doit tout recommencer. Et il est hyper courageux, donc lui il le fait quoi, mais il faut. Tout le monde n'a pas cette capacité à rebondir et à continuer. Il y en a énormément qui sont dépressifs. Je pense que c'est le mot, même si on va pas forcément mettre le mot dessus. Mais... Et puis il y en a évidemment qui ont des traumatismes de guerre. Moi, les petits jeunes, là, quand on les regarde, ils savent tous comment utiliser une Kalachnikov, comment la monter, comment la démonter. Ils nous montrent, ça les fait rire parce que, enfin, eux, ils en rigolent parce que c'est leur, voilà, ils ont connu que ça. Ils ont été à l'école des talibans, ils n'ont pas eu de choix, mais pour nous, c'est choquant. C'est choquant et alors un truc qui est très très difficile. Et évidemment, ça c'est d'être loin de sa famille quand ils entendent tout ce qui se passe. Les Afghans l'année passée, quand les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan, c'était la panique, ils ne savaient pas où étaient leurs parents, il n'y a pas de contact, parfois c'est très difficile, des pays où il n'y a pas forcément des moyens de communication très élaborés, quand ils sont dans les montagnes ou pas, ou même pendant que c'est la guerre, forcément il n'y a pas le Wi-Fi, il fonctionne un jour sur, un jour sur 10, genre, je sais pas. Et donc là, on sent cette angoisse tout le temps. Mon compagnon, c'est pareil. L'année passée, quand il y a eu la guerre à Gaza, c'était en mai, je pense, il téléphone avec son papa, et pendant qu'il est au téléphone, t'as une bombe qui tombe à côté, et des carrelages de la maison qui s'effondrent. Enfin, comment... C'est tellement horrible. Comment est-ce qu'on peut vouloir de ces gens, c'est affreux de dire ça, mais qu'ils soient bien, qu'ils s'intègrent et que... Mais on ne se rend pas compte. Mais moi, je suis à l'arrêt de travail depuis 6 mois. Et je culpabilise parfois en me disant, mais punaise, c'est pas possible. Et on me dit, le médecin à la mutuelle, il me dit, non, retournez pas maintenant, c'est trop tôt, vous allez vous effondrer. Non, mais enfin, on vit vraiment le cul dans le beurre, si tu me passes l'expression. Mais c'est dingue. Et eux, ils doivent tout le temps prendre sur eux et continuer et continuer. Et je sais pas comment ils font. Hein. Franchement, je sais pas comment ils font. Hein. Mais mon compagnon, il y a des jours, il sort pas de son lit. Enfin, j'exagère un peu. Mais je comprends tout à fait. Et je sais même pas quoi faire. Je sais même pas ce qui pourrait les aider à passer là au-dessus. Ils continuent, mais c'est des cauchemars. Je sais pas. Parfois, je me dis, mais comment ils font, comment ils arrivent à continuer? Parce que bon, il y a la résilience, on continue, voilà, il faut avancer, mais franchement, c'est difficile. Il y a tous ceux qui sont là, qui attendent pendant 3 ans, et puis seulement après, ils doivent faire venir leur famille, parce que ça, c'est aussi un truc qui me rend dingue. C'est, oui, pourquoi ils restent pas chez eux pour faire la guerre? Et pourquoi c'est les hommes tout seuls qui viennent et qui laissent leurs femmes et leurs enfants là-bas? J'ai eu cette conversation il y a 2 semaines avec mon cousin et sa femme, qui était très ouvert d'esprit, mais pas du tout dans ce milieu-là, et donc il me posait la question de manière intéressée. Il voulait comprendre par rapport aux Ukrainiens, par exemple. Oui, mais là, c'est les femmes et les enfants qui viennent, et les hommes, ils restent là-bas. Je dis, mais oui, ok, mais déjà, eux, on les fait venir en bus, en train.
Les hommes, ils combattent, mais c'est une armée organisée, il y a le gouvernement et tout, contre un autre pays. Enfin, je dis, il y a des pays, je reprends l'exemple de la Palestine, par exemple, parce que c'est celui que je connais le mieux. À Gaza. Un Gazaoui, il ne sait même pas contre qui. Enfin, il se bat une fois contre Israël, une fois contre son propre gouvernement. Il n'y a pas vraiment de guerre, c'est juste qu'on ne sait jamais à quel jour ils vont lancer une bombe ou quel jour où tu vas ouvrir ta bouche et dire un truc de travers et tu vas te retrouver en prison. Sans savoir pourquoi, tu vas vouloir manifester. T'as pas à manger, t'as pas d'électricité, t'as pas d'eau potable, il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Ils sont restés là pour combattre. Combattre quoi? Combattre qui? On ne sait pas. Et alors il faut venir jusqu'ici. Forcément, on ne vient pas avec sa femme et ses enfants, sauf cas exceptionnels qui arrivent à avoir un visa et qui arrivent à venir en avion, qui ont les moyens de payer. Mais déjà pour s'échapper de Gaza, ou même de la Syrie, enfin n'importe. C'est déjà, il faut des sommes faramineuses, et puis c'est tout des chemins compliqués. Il y en a un, par exemple, Omar, il avait laissé sa femme enceinte, ses 2 enfants, il a fait tout le trajet de Gaza à pied. À pied. Je ne sais pas si tu te rends compte ce que ça veut dire. Forcément, tu ne prends pas une femme enceinte et des tout petits enfants pour faire ça. Forcément, tu essaies de laisser ta famille. Elle n'est pas totalement en sécurité là-bas, mais dans le cas d'Omar, par exemple, il avait des problèmes avec le Hamas, point de vue politique. Donc en partant, il n'y a plus de problème, sa famille va être laissée tranquille le temps que lui part et fait le trajet. Et voilà, c'est plus sécure comme ça, même si, bon, voilà, il y a une guerre tous les X temps, et peut-être qu'ils vont prendre une bombe sur la tête, mais faire un trajet comme ça, c'est impensable, quoi. Moi, je ne demande jamais. Je pose jamais de questions. Je les laisse venir. Juste, je parle plus facilement de leur famille. Et une fois que le contact est établi, ils racontent. Après, chacun de nous, on a des contacts privilégiés avec certains, où ils se confient plus facilement. Un des petits jeunes, par contre, une fois. Si les jeunes, on avait un peu plus, mais parce qu'on vivait vraiment plus ensemble, quoi. Et ouais, il y en a beaucoup par exemple, qui sont restés très longtemps en Turquie à travailler dans les usines de vêtements. C'est des enfants, hein. 1 an, 2 ans, pour gagner un peu d'argent, pour pouvoir continuer le trajet, évidemment. Il y en a un qui a montré une vidéo, moi je ne l'ai pas vue, il l'a montré à mon collègue. Donc ils étaient partis ensemble, plusieurs amis, hein, du même âge. Et puis ils montrent une vidéo, ils sont en train d'en enterrer un qui s'est fait tuer par balle à la frontière, et donc ils l'enterrent, et ils montrent la vidéo comme ça. Tarek, il était soudanais, 3 ans il a mis. 3 ans il a mis pour arriver en Belgique en quittant le Soudan. Je ne sais pas si on s'imagine, mais 3 ans, mais c'est énorme. Et lui, il voulait aller continuer ses études en Angleterre. Il a fini par y arriver, mais de Belgique en Angleterre, il a encore mis 1 an et demi, je pense, à passer. Petite jeune fille, elle s'appelait Samra. Elle m'a raconté son passage en Libye. En fait, si tu veux, elle dit que quand je suis arrivée, on m'a attrapée, on m'a mis dans une pièce toute noire avec plein d'autres gens. On n'a pas mangé, rien, on est là dans le noir, sur le sol. Et elle dit un jour, ils sont venus la chercher, et elle a été envoyée dans une famille. Elle est restée esclave là 2 ans. Elle dit, je ne suis pas sortie de cette maison pendant 2 ans. Elle s'occupait des enfants, mais elle n'a pas mis un pied dehors. Et elle dit, et le papa, le chef de famille, lui disait quasi tous les jours, un jour je vais te tuer, un jour je vais te tuer, un jour je vais te tuer. Et un jour il l'a prise, et il l'a emmenée, elle dit, ça y est, c'est aujourd'hui qu'il va me tuer. Et il l'a emmenée au bateau. Elle dit, il y avait ces bateaux pneumatiques là, qui traversent la Méditerranée. Il l'a emmenée là, il lui a dit de monter. Elle est montée dans un, et puis d'autres lui ont dit non, viens dans celui-ci, il y a trop de monde dans celui-là. Donc elle a changé. Ils sont partis, et je crois après 1 heure, l'autre bateau a coulé, celui qu'elle n'avait pas pris. Donc elle a eu de la chance. Puis elle a été en Italie, et là elle a rencontré un compagnon de route. Enfin, ils se sont... elle ne le connaissait pas, mais ils sont restés ensemble en fait tout le temps. Donc il l'a protégée un petit peu, si tu veux, parce que les jeunes filles de 16 ans toutes seules, je ne sais pas ce qui leur arrive. Enfin, si je peux très bien imaginer. J'ai pas eu de... On ne pas raconter, mais on sait que ça se passe. Et donc quand elles ont un compagnon qui reste avec elles sont protégées, si tu veux.
Mais sinon, ouais, j'en ai vu au moins un, mais peut-être deux. Ils enlèvent leur t-shirt, ils ont plein de marques dans le dos, plein de cicatrices. Et bah, ils disent. Mais ils te disent ça avec un naturel, comme si c'était la chose la plus normale du monde. C'est des coups de fouet qu'ils ont reçus en Libye, quoi, quand ils étaient maintenus captifs là-bas. Ça c'était. Donc, ça, tout cela, c'est ce que j'ai hébergé. C'est pas vraiment. C'est pas tout à fait le même profil. C'est souvent des très jeunes, moins de 20 ans. Plus jeune que j'ai eu, elle avait 15 ans. Et donc, ils sont sur les routes, ils reçoivent de l'aide que des citoyens comme ça, des bénévoles, quoi. Mais ils veulent pas, parce qu'ils veulent tous passer en Angleterre. Et ils ont déjà vécu des trucs. Bah oui, tous un peu, ils se sont fait torturer et ils gardent le sourire. On sait bien, je sais bien qu'ils dorment pas bien, qu'ils sont. Mais ils arrivent quand même à rire, quoi. Donc là, on se dit quand même que l'être humain a une fameuse capacité de survie, ou je sais pas comment on peut dire. Celui qui a pas envie de savoir. Tu peux lui dire tout ce que tu veux, lui prouver par A plus B qu'il a tort, il voudra jamais le savoir. Il va jamais le reconnaître. Les gens n'ont pas envie, les gens n'ont pas envie de savoir. Et puis les gens qui ont déjà un peu des difficultés, tu vois, tout le monde n'a pas la vie super facile en Belgique, on est bien d'accord, hein. Et du coup, quand tu as déjà des problèmes comme ça, c'est tellement facile de dire que c'est la faute des autres, que toi t'es dans la merde et que voilà, et sans réfléchir plus loin, tu vois.